8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Maroc, Union européenne, un partenariat stratégique d'une immense valeur mise en avant au Luxembourg par le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Josep Borrell a réaffirmé la volonté de l'Union de continuer à approfondir son partenariat de longue portée et de longue durée avec le Maroc. Édifier un enseignement supérieur de qualité au sein du continent, un défi relevé par les participants de la rencontre africaine en assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Agences et structures d'évaluation, ils partagent leur expérience pour atteindre une excellence opérationnelle des établissements universitaires. Taza sous l'eau, la province subit depuis hier des intempéries meurtrières. Au moins 2 personnes ont péri dans les inondations, des précipitations records qui ont fait également de lourds dégâts matériels. Bonsoir. L'Union européenne accorde une immense valeur au partenariat stratégique avec le Maroc. C'est l'un des messages forts émis par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne qui présentait lors d'une conférence de presse les conclusions du Conseil Affaires étrangères de l'Union européenne, tenu hier à Luxembourg, a réaffirmé la volonté de l'Union de continuer à approfondir le partenariat stratégique de longue portée et de longue durée avec le Maroc. Sophia Fkrot pour les développements. Rarement les décisions de la Cour de justice européenne auront suscité autant de mécontentement à l'intérieur même de l'UE. Josep Borrell monte au créneau. Lors d'une conférence de presse, le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité réaffirme l'immense valeur que les 27 accordent au partenariat stratégique avec le Maroc. C'est un partenariat de longue portée, de longue durée, très dense et approfondi. Nous avons noué des relations amicales et une coopération à plusieurs facettes avec le Maroc et nous souhaitons la poursuivre et la renforcer durant les mois à venir. Dans ce sens, le chef de la diplomatie de l'Union européenne a promis que le partenariat avec le Maroc connaîtra des développements positifs dans les prochains mois. Il a réitéré le contenu de la déclaration conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, une déclaration qui réaffirme l'engagement du bloc européen en faveur davantage de préservation et de renforcement des relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines. In close cooperation with Morocco, en étroite collaboration avec le Maroc, l'UE souhaite renforcer ses relations et préserver ce partenariat dans tous les domaines. C'est donc un véritable alignement du Conseil de l'UE, de la Commission européenne, du service extérieur de l'UE et de ses États membres. Tous soulignent l'importance de la coopération stratégique avec le Maroc. Un élan positif et unanime qui met en échec les tentatives de pression exercées par les ennemis de l'intégrité territoriale. Pour un décryptage, j'ai avec moi sur ce plateau Amine Sossi Alaoui, professeur et chercheur en médias et en géopolitique. Professeur Sossi, bonsoir. Bonsoir. Josep Borrell passe en revue 55 ans d'existence d'un partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Maroc, un partenariat qu'il qualifie de longue durée et de longue portée. C'est un signal fort émis qui consacre justement le caractère privilégié du partenariat maroco-européen émis par le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Disons que le chef de la diplomatie européenne a pris cette occasion pour réaffirmer une autre fois de l'importance et de l'avancée des relations entre le Maroc et l'Union européenne et pour démontrer que le Maroc est un partenaire solide et sur lequel l'Union européenne s'appuie pour avancer avec les pays du Sud. Effectivement, ce qui s'est passé avec la Cour européenne avait bousculé un petit peu les esprits et du coup les États se sont précipités les uns après les autres, les États européens, pour réaffirmer de l'importance de leur partenariat bilatéral et puis collectif, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne. Et là, on vient avec la déclaration du chef de la diplomatie européenne d'avoir un positionnement très clair, très affirmé de l'importance de cette
cette relation et qu'il n'y ait rien qui ait changé. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'avait annoncé le chef de la diplomatie marocaine, que c'est un non-événement, cette affaire avec la Cour européenne. Et justement, avec cette prise de position collective des 27 en appui au Maroc, on assiste à un véritable alignement à la fois du Conseil de l'Union, de la Commission européenne, également du service extérieur de l'Union européenne et de ses États membres. Quelle lecture faites-vous de ce mécontentement général suscité à l'intérieur même de l'Union suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne? Disons que la Cour de justice vient de s'en aller avec une fausse note, c'est-à-dire elle va au contresens de toute l'évolution qu'il y a eu ces derniers temps sur l'affaire du Sahara marocain. Le partenariat est devenu de plus en plus affirmé, de plus en plus clair. Les États sont devenus de plus en plus clairs sur leur positionnement sur cette affaire-là. Et donc, c'est une décision qui est incomprise pour tout le monde. Le Maroc avait dit clairement, avec force, avec clarté, que ce qui s'est passé ne ressemblait en rien à toute cette avancée, justement, diplomatique. Donc, les partenaires européens ont démontré encore plus que c'est vrai, que rien ne changera. Et d'ailleurs, la Cour européenne vient de se positionner comme une institution faible face aux institutions diplomatiques européennes qui ont une fermeté sur cette question-là et une clarté. Donc, c'est tout ce que exige le Maroc. Le Maroc ne demande qu'une clarté, de sortir des zones de l'ombre. Donc, il n'y a pas de langue de bois. C'est une décision très claire et il n'y a aucun retour sur cette question-là, c'est-à-dire l'intégrité territoriale du Maroc. Peut-on parler d'un revers diplomatique majeur pour les ennemis de l'intégrité territoriale au regard des tentatives de pression et d'ingérence aux affaires internes de l'Union européenne et de son partenariat avec le Maroc ? Et effectivement, là, on vient voir que c'est un coup d'épée dans l'eau, comme avait exprimé M. Borreta. C'est-à-dire qu'ils viennent de perdre encore plus et de voir à quel point ils sont encore faibles au sein de l'Union européenne et que toutes leurs manœuvres, leurs manigances qui vont à l'encontre de ce changement-là, ils vont apporter rien du tout sur le plan diplomatique, ni sur le plan des relations, que ce soit sur les coopérations économiques ou sécuritaire ou autre, ça n'aura aucun impact et que cette décision-là, ça restera une décision incomprise et qui ne concernera que ceux qui ils sont allés dans ce sens-là et ça ne fera que réaffirmer la position du Maroc et l'importance du Maroc pour l'Union européenne et donc le manque d'importance pour les ennemis du Maroc au sein de l'Union européenne et que cela ne fera que faire briller le Maroc encore plus. Je vous remercie Annie Sossé-Alaoui, professeur, chercheur en médias et en géopolitique. Merci pour toutes ces précisions. Et à New York, les travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies ont été justement marqués par un élan de soutien au plan marocain d'autonomie, à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du royaume. L'État du Qatar, le Guatemala, la Jordanie, le Sénégal, le Gabon, le Salvador, la Sierra Leone et bien d'autres encore ont renouvelé leur soutien constant et indéfectible à l'intégrité territoriale du Maroc et à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine. Ces pays se félicitent de la dynamique de développement humain et socio-économique dans les provinces du Sud. Maroc-Belgique, les deux pays affichent une volonté commune de franchir un nouveau palier dans leur coopération judiciaire. Un mémorandum d'entente a été signé aujourd'hui à Rabat entre la présidence du ministère public du Royaume et le parquet fédéral du Royaume de Belgique. À la clé, un partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux institutions et surtout la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière sous toutes ses formes. Écoutons à ce propos la déclaration de la procureure fédérale de Belgique, Anne Françan. Il est au micro de Nawal Gorari. Ce mémorandum d'entente, très important dans le cadre de notre coopération internationale judiciaire, surtout dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en l'espèce la lutte contre le trafic de produits stupéfiants. Nous travaillons déjà ensemble de manière excellente dans le cadre de la lutte antiterrorisme, dans le cadre d'une plateforme qui s'appelle la quadripartite. Et nous nous réjouissons de développer les mêmes contacts dans le cadre, cette fois-ci, de la lutte contre la criminalité organisée.
Également à la une de l'actualité, l'enseignement supérieur en Afrique. Ce socle fondateur du capital humain est au cœur d'une rencontre africaine à Rabat. Initié par l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité, l'événement balise la voie à la coopération interafricaine pour l'édification d'un avenir meilleur pour l'enseignement supérieur au sein du continent. Khadija Zaroual, Abdelfatah Zouine, le récit est signé Sofia Fagrota. Un enseignement supérieur de qualité est d'abord un enseignement en phase avec son temps. Voilà pourquoi le système LMD est régulièrement évalué par les instances compétentes. C'est aussi l'objet de cette rencontre africaine en assurance qualité dans l'enseignement supérieur initiée par l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité. En 2024, cette agence a évalué près de 3000 projets de filière. Un examen détaillé des cursus et de leur adéquation avec les besoins des étudiants et du marché de l'emploi. Nous visons l'excellence dans l'enseignement universitaire, que ce soit en termes de contenu, mais également en termes de pédagogie et de formation des enseignants, dans les nouvelles compétences qui prendraient en considération les nouveaux besoins de la société et le développement technologique et scientifique dans le monde. Chaque pays vient faire le point sur cette activité d'évaluation du système LMD pratiquée dans toutes nos universités. Par ailleurs, c'est l'opportunité pour nous d'échanger sur les bonnes pratiques en assurance qualité et d'harmoniser nos approches en termes d'évaluation des programmes de formation, mais aussi d'évaluation des institutions d'enseignement supérieur. Harmoniser les approches face à des défis communs amplifiés par les technologies du digital et de l'intelligence artificielle. Il s'agit de partager les expériences réussies et d'échanger les bonnes pratiques en la matière. Objectif, indexer les systèmes d'enseignement supérieur sur les standards d'excellence. Il faut apprendre du Maroc qui a franchi des étapes importantes pour hisser son enseignement supérieur aux standards internationaux. Les échanges étaient intéressants, d'autant plus qu'ils servent à renforcer les liens de coopération entre la Mauritanie et le Maroc. Et si le Maroc porte un grand intérêt à la coopération interafricaine dans divers domaines, l'enseignement supérieur a une place de choix, car il est le socle fondateur du capital humain. L'université de demain est ouverte sur toutes les connaissances, à commencer par celle du continent. L'université de demain capitalise aussi sur l'apprentissage tout au long de la vie. À Tokyo, la Marocaine Lamia Marzouki a été élue présidente de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux ce 15 octobre. Marzouki, qui entamera officiellement ses fonctions en janvier 2025, succède à Keiichi Aritomo, PDG de Tokyo FinCity. Diplômée de la Harvard Business School, la Marocaine Lamia Marzouki occupe le poste de directrice générale adjointe de Casablanca Finance City Authority depuis son lancement en 2010. La terre a tremblé à Ain Louh, la commune rurale de la province d'Ifrane a été secouée aujourd'hui par un tremblement de terre de magnitude de 4,4. Le séisme est survenu aux alentours de 10 heures ce matin. Son épicentre est situé à 7,5 km de profondeur. La secousse a été ressentie par les habitants de la commune sans faire de blessés ni de dégâts. Reportage Ahmed El Fadili, Maria Awad. Il était 10h06 précisément lorsque la terre a tremblé, non loin d'Ifrane. Une secousse de 4,4 sur l'échelle de Richter et plus de peur que de mal. Pourtant, s'il n'y a aucun dégât à déplorer, l'événement est sur toutes les lèvres. Il était 10h lorsque la terre a tremblé. J'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Mais la secousse était rapide et il n'y a pas eu de dégâts. Après coup, la vie a repris son cours. Dans le village d'Ainleuh, non loin de l'épicentre, les anciens sont restés stoïques, appliquant les règles de sécurité connues de tous, parmi lesquelles quitter les lieux et garder son calme. J'ai 66 ans et j'ai connu 5 séismes, dont certains étaient très puissants et effrayants. En toute honnêteté, je n'ai pas ressenti cette dernière secousse dont tout le monde parle. J'ai vu mes voisins sortir brusquement de chez eux sans savoir réellement pourquoi et j'ai fait pareil.
Lorsque la secousse a eu lieu, j'étais en train de travailler sur mon ouvrage, lorsque tout s'est mis à bouger autour de moi. J'ai vite compris qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Je suis restée calme et stoïque, le temps que tout revienne à la normale. Pour d'autres, le séisme a ravivé les souvenirs traumatiques liés au séisme d'El Haouz. Paniqué, chacun raconte à sa manière son ressenti. Nous étions en train de prendre notre petit déjeuner lorsque les murs de la maison se sont mis à trembler et les ustensiles de cuisine à tomber. Toute la maison a vacillé sur elle-même. Nous avons eu peur, mais tout s'est bien terminé. Une secousse dite normale qui n'a pas lieu d'inquiéter selon les spécialistes. D'ailleurs, à cette heure, aucun dégât matériel ni humain n'a été enregistré. Nous retrouvons en direct le chef de division à l'Institut national de géophysique à Rabat, le sismologue Nasser Jebour. Bonsoir. Comment expliquez-vous ce tremblement d'ampleur? Les habitants de la province doivent s'attendre à d'éventuelles répliques? La secousse tellurique enregistrée ce matin dans la région du Moyen Atlas, exactement dans la commune de Sidi Chafi, province d'Ifrane. Et c'est une secousse tellurique modérée de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter. C'est un choc sismique superficiel. Donc la secousse a été ressentie dans la proximité de l'épicentre et on considère ce choc sismique dans le champ moyen de la sismicité du Moyen Atlas. Et ce type de choc sismique est loin d'être rare dans notre pays. Le Maroc est devenu un territoire à risque d'une activité sismique intense. La région du Moyen Atlas est connue par son activité sismique. On enregistre régulièrement des chocs sismiques ressentis, 2 à 3 chocs par année. Cette fois-ci, la magnitude a été un petit peu plus élevée que d'habitude. Ça a dépassé la magnitude 4. Ça doit être lié au choc majeur qu'a connu le Maroc au mois de septembre de l'année dernière, donc qui a provoqué un petit peu la déstabilisation des structures géologiques et par là la réactivation des zones sismogènes. Mais toujours, le Maroc garde l'aspect d'une sismicité modérée. Les habitants du Moyen Atlas ne devraient pas donc s'attendre à d'éventuelles répliques. Tout de suite après le choc de ce matin, on a enregistré juste 2 secousses très faibles qui n'ont pas été ressenties. Et donc, ce choc-là n'a pas déclenché une série importante de mouvements telluriques. Je vous remercie, monsieur Nasser Jebour, chef de division à l'Institut national de géophysique à Rabat. Merci pour toutes ces explications. La région du Moyen Atlas est d'ailleurs actuellement le théâtre d'un épisode climatique intense. Taza a connu hier des précipitations records, jusqu'à 60 mm de hauteur enregistrées ces dernières 24 heures. Les inondations provoquées par les fortes pluies ont causé la mort de 2 personnes et entraîné d'importants dégâts matériels. Zakaria Mourinbillah. Dans la province de Taza, des maisons dévastées par les intempéries et les crues. 2 femmes sont mortes noyées. Les recherches ont nécessité beaucoup d'efforts pour retrouver les victimes. La première femme résidait au Douar Oulad Sida à Sidi Ahmed Zarrouq. La deuxième victime a été emportée par les crues devant son domicile, au Douar Saïda. Elle a été retrouvée à 400 mètres de son foyer. 2 personnes étaient à l'intérieur de la maison, une femme et son enfant. Les crues sont arrivées par le toit et les ont projetées par la porte, dans 2 directions différentes. La femme a été emportée par un puissant courant, alors que l'enfant s'est retrouvé dans des crues moins forts. Il a été bloqué par un olivier, alors que la dame a été retrouvée à plusieurs lieues de là. Les fortes crues ont aussi causé des sinistres au niveau des ouvrages d'art et des routes. Des dégâts matériels sont également à recenser dans les exploitations agricoles, en particulier en arboriculture dans les provinces de Taza et de Sfro. Des dégradations survenues suite aux fortes pluies et aux chutes de grêle.
Les écuries ont subi de sérieux dommages. Idem pour le bétail. Le grenier a été endommagé. Les précipitations se sont arrêtées au bout de 15 minutes, mais la zone est restée inondée environ une demi-heure avant que l'eau ne régresse. Des averses orageuses localement fortes, accompagnées de grêles et de rafales de vent, ont intéressé durant la journée d'hier plusieurs provinces du royaume, causant des dégâts importants décuplés par les fortes crues. Les parapluies seront de sortie encore cette semaine. De fortes pluies pouvant être localement orageuses s'inviteront ce soir et demain encore sur plusieurs de nos provinces. Prévoyez des précipitations de l'ordre de 20 à 40 mm qui toucheront jusqu'à demain 18h. Tanger, Sela, Azilal, Marrakech, Haouz, Qlat, Sarna, Rhamna, Safi, Soufia, Chichaoué, Saouira, Taroudan et Agadir, Daoutanal. Et c'est sous le ciel le plus clément d'Oujda que nos Lions de l'Atlas s'apprêtent à disputer dans un peu plus d'une heure le match retour pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Centrafrique, un adversaire battu en match aller sur le score 5-0. Le 11 national est déterminé à poursuivre sur sa lancée et affronter de pied ferme la formation centrafricaine. Rachid Latabi, Abdelhak Charat et Zakaria Moukibila. Au centre fédéral de formation de Saïdia, les Lions de l'Atlas ont mené leurs derniers entraînements en prévision de la rencontre de ce soir contre la Centrafrique. Un match comptant pour la 4e journée des qualificatifs du groupe B à la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc en 2025. Les protégés de Walid Regragui sont au grand complet, excepté Yassine Bounou absent pour blessure. Il devrait être remplacé par le gardien de la Renaissance de Berkane, Mehdi Miftah. Mais c'est Mounir Mohamdi qui est pressenti pour figurer comme titulaire lors de ce match. Le sélectionneur national Walid Regragui devrait adopter le même 11 type que celui du match aller le samedi dernier. Une sélection qui a fait preuve d'homogénéité et de complémentarité. L'occasion pourrait être idéale pour les nouveaux arrivants dans l'équipe nationale de faire leur entrée de jeu, potentiellement pour quelques minutes en deuxième mi-temps. Il est notamment question d'Oussama Sahraoui et de Reda Belhayan qui font leur première sélection. Après les victoires réalisées, les Lions de l'Atlas sont déterminés à poursuivre un parcours brillant lors de ces qualificatifs. Une étape importante pour l'équipe nationale en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. La phase aller contre la Centrafrique s'est soldée par une large victoire 5-0. Rendez-vous ce soir à 20h au stade d'honneur d'Oujda pour la phase retour. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Bonne soirée à tous.